Bonjour, pour cette rencontre, je reçois Jean-Marie Sterkel pour ce livre qui s'appelle 50 nuances de crime et qui est sous-titré 50 ans de grandes affaires criminelles qui ont défrayé la chronique en Alsace. Alors, dans ce genre de rencontre, normalement, on se vous voit, mais avec Jean-Marie, on a travaillé ensemble, puisque Jean-Marie a été fait diversier journaliste à l'Alsace pendant 34 ans, je crois. 33, excuse-moi. Et voilà, on a travaillé ensemble. Donc, exceptionnellement, on va se tutoyer, ça donnera un peu de fluidité dans les débats, et puis ça serait malhonnête, je trouve, de se vous voyer. Alors que ce serait hypocrite. Donc voilà, ça s'appelle 50 nuances de crime. C'est un livre qui est absolument passionnant sur les grandes affaires. Mais avant de revenir sur ces affaires, j'aimerais juste, Jean-Marie, que tu nous expliques un peu comment tu es devenu journaliste, mais surtout fait diversier, parce que c'est vraiment une caste dans cette profession. Oui, en fait, moi j'ai commencé à l'Alsace en 1973, où on m'avait embauché pour faire la page jeune. Alors pendant 3-4 ans, j'ai fait les concerts rock, les débats, la Fort au Vin, Colmar aussi. Est-ce que c'était dans ce cadre-là que tu avais rencontré, je crois, Angela Davis, non, avant d'être journaliste, j'avais rencontré l'abbé Pierre à Colmar, qui me dit il faut que tu ailles à New York voir les gens d'Emmaüs. Et c'était un prêtre blanc qui a monté une communauté Emmaüs en plein Harlem, quartier noir. Et là, par les gens d'Emmaüs, ils avaient fait des petits déjeuners gratuits dès l'école aux jeunes, aux gamins de Harlem. Et il y avait une structure financière qui était apportée par les Panthères Noirs. Et par les Panthères Noirs de Chicago, je suis rentré en contact avec de New York. Je suis rentré en contact avec les Panthères Noirs de Chicago, où j'avais rencontré Angela Davis et c'était ton premier papier de journaliste, en fait. Je crois que ouais, c'était les articles que je faisais. Ensuite, j'ai passé un an en Amérique du Sud. Je suis passé. Et au retour, Jean-Marie Effelé me dit « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Alors Jean-Marie Effelé, c'était le rédacteur en chef de l'Alsace, journal, qui cherchait quelqu'un pour faire la page jeune. Et donc pendant 5-6 ans, j'ai fait la Fort au Vin, les concerts et des débats, plein de choses, parce qu'on 2 pages par semaine. Et d'un seul coup, tu passes des stars du rock et de la chanson française aux pires crapules de l'Alsace et du Grand Est. Oui, et c'était un mercredi 19 octobre 1977. Il y a une dépêche qui tombe sur les téléscripteurs de l'Alsace, comme dans tous les journaux de France, qui dit « On a retrouvé Hans-Martin Schleyer à Mulhouse ». Alors, il faut expliquer qui est... Donc Hans-Martin Schleyer, c'était le patron des patrons allemands, qui avait été enlevé au mois de septembre avant à Cologne par la bande Abadère, qui était un mouvement révolutionnaire d'extrême gauche, des terroristes qui enlevaient qui faisaient des braquages, qui tuaient des banquiers, des politiques et un peu tout. Et là, ils avaient enlevé le patron des patrons allemands. Et donc la dépêche AFP dit on a retrouvé à Mulhouse, rue Charles Péguy. En fait, c'était la bande Abadère qui avait communiqué cette information. Et du coup, on a tous foncé là-bas. Donc là, même le journaliste de la page jeune, il monte dans sa voiture, tout le monde et tout le monde. Et puis au fur et à mesure, il était 5h, 6h. Des gens qui se disent il y en a assez, vous êtes assez nombreux, je rentre chez moi, vous vous débrouillez. Alors juste pour... il était mort, il était dans le coffre de la voiture. Alors en fait, donc on a vu la voiture, c'était une Audi 100 je précise, je crois, c'est pas de... Si, c'est dedans. C'est dedans, oui. Et alors le premier sur place, c'était Yves Schultz, notre copain journaliste qui est mort il n'y a pas longtemps. Et on voit la voiture, garée à cheval sur la route et sur le trottoir. Et il y a la voiture, c'est tout, immatriculée en Allemagne. Alors, et on sait tous, on a regardé, on a touché la voiture. Et puis nous, ce qui est totalement inconcevable aujourd'hui. Oui, c'est sait qu'il y a un grand patron de voiture, il y a un cercle de sécurité tout de suite. Tout de suite, alors que maintenant, maintenant, c'est plus le cas. Et à ce moment-là, donc il y a les magistrats qui sont venus, les gendarmes, la police, tout le monde. Et tout le monde restait agglutiné autour de la voiture pendant 1 heure, 2 heures. Et à un moment donné, quelqu'un dit « Mais elle est peut-être piégée ». Heureusement, il n'y était pas. Périmètre de sécurité. On dit « Il faut prévenir les démineurs de Colmar qui étaient en intervention à Épinal ». Ils sont venus d'Épinal à Mulhouse. Et un des gars a cassé la vitre de la voiture, une vitre de la voiture, et il a dit, il y a un cours dedans.
Ensuite, et là-dessus, donc, ta carrière débute comme fait diversier, parce qu'en fait, tout le monde se désintéresse un peu de cette affaire. C'est-à-dire beaucoup sont rentrés à 6h, 8h, et puis ça a duré jusqu'à 3-4 heures du matin. Et puis le lendemain, on était 4-5 à s'intéresser encore. Et du coup, à un moment donné, le rédacteur chef m'a dit vous allez faire les faits divers si ça vous intéresse, parce qu'il faudrait quelqu'un à plein temps un jour. Et du coup, j'ai fait ça pendant 33 ans. Alors, juste pour préciser, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement d'un journal, le fait diversier, c'est c'est pas le poste le plus couru en général dans la rédaction, parce que c'est vraiment un métier qu'on fait jour et nuit, toute la semaine. Quand il y a une belle affaire, un joli meurtre, même si c'est un dimanche, il faut y aller. Donc voilà, c'est clairement un poste dans une rédaction où on peut se mettre très en avant parce qu'on a des belles affaires, mais en même temps c'est très très contraignant en termes familial, et puis surtout on est quand même confronté à toute la misère du monde, aux pires crapules de la planète. On travaille avec des policiers, des gendarmes, des juges, des avocats qui ne sont pas toujours les personnes les plus faciles à appréhender. Donc c'est pas, ça ne se précipite pas en général au portillon pour être fait diversier. Non, et généralement c'est le gars qui sort de l'école qui est le petit dernier à qui on dit. C'est le petit dernier qui fait la tournée. Et en fait, il y a aussi un travail de une routine. Il faut on arrive le matin, on appelle les gendarmeries, le commissariat, le tribunal, pour savoir c'est du 9 dans la nuit, les pompiers. Et puis, maintenant, il y a les comparutions immédiates, il y a les affaires à juger, il y a des présentations, les gens qui sont en garde à vue, qui sont présentés au tribunal, qui sont poursuivis soit en comparution immédiate, soit chez le juge d'instruction. Et en fait, c'est un travail à suivre de longue haleine. Justement, il y a énormément de jeunes journalistes qui se retrouvent faits diversier sans qu'on leur ait demandé leur avis. Toi, tu te retrouves fait diversier, tu viens de rentrer dans ce journal. Qu'est-ce qui fait que tu y es resté? Parce qu'il y en a beaucoup qui, justement, au bout de 10 ans, disent « j'en peux plus, j'en ai marre, je lâche l'affaire ». Et toi, par contre, tu fais partie des rares qui ont fait toute leur carrière dans les faits divers, dans une ville comme Mulhouse, qui était à un moment, tu le dis toi-même, c'était presque Chicago, Mulhouse. Oui, à l'époque, il y avait pratiquement des hold-up tous les jours. Enfin, pas tous les... Il y avait d'abord des des vrais méchants. Des vrais méchants, des braqueurs qui venaient du sud, de Marseille, de Toulouse, un peu de partout, qui tapaient les grandes banques. Et ensuite, il y a eu aussi la drogue qui est arrivée, qui a obligé les toxicos à faire des braquages pour se payer la drogue. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Et il y a eu une délinquance, enfin toutes sortes de délinquances. Alors ça, c'est la délinquance qu'on voit tous les jours, oui. C'est les comparutions immédiates, c'est le type qui tape sur sa femme, et Dieu sait qu'il y en a énormément actuellement, c'est les dealers. Et par contre, toi, tu as eu tout de suite des très très belles affaires. Et là, évidemment, c'est en fait, il y a eu une des grandes affaires, donc c'était Schleyer, et là, on se retrouve avec des terroristes, la bande Abadère, avec... la presse allemande qui a débarqué en force, enfin toute la presse mondiale. Et ensuite, il y a eu plusieurs affaires comme l'affaire Fiche, qui est une des l'affaire premières. Fiche, qui est juste l'année d'après. Alors justement, parce que ça, je trouve que c'est une affaire qui est très... Alors d'abord, je trouve qu'elle est vraiment très très bien racontée. C'est une affaire qui est très symbolique, j'imagine aussi de la frustration du fait diversier, parce qu'on n'a jamais découvert qui avait tué. On a des présomptions. Il y a une enquête qui a été relancée plusieurs fois. Donc, est-ce que toi... Alors, c'est une affaire qui se déroule... donc, c'est une jeune fille qui est assassinée dans le bassin potassique. Ouais, le bassin potassique, on est dans les années 70, avec 77, énormément... Voilà, avec les mines fonctionnent encore. C'est un milieu qui est très particulier, qui est, avec une solidarité entre les gens qui est très forte. Tout le monde se mobilise pour cette jeune fille. Et au final, les parents décèdent et on n'a jamais trouvé qui avait assassiné cette fille. Oui. Alors, comment tu l'as vécu, toi? Quel est ton ressenti en tant que fait diversier? En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, la justice a un peu confisqué, c'était le mot de Rémi Fiche, les pères, qui disait « la justice m'a confisqué mon deuil, mon affaire, parce qu'on a dit nous on est des spécialistes, on va chercher le coupable et tout ça, et vous en occupez plus ». Ce qui est plutôt normalement, c'est effectivement logique, c'est pas les parents qui font l'enquête. Il y avait aussi ce qui était important, c'était que à l'époque, Staffelfelden était la seule ville communiste en Alsace. Rémi était premier adjoint rénovateur d'un maire communiste un peu stalinien, disons encore, à l'époque, et la justice se méfiait de ça. Et du coup,
le dossier, la partie civile n'a pas eu droit au dossier, ce qui avait étonné à l'époque le procureur. Et c'est comme ça, moi, Rémi Fiche me dit, moi je sais pas quoi faire. Alors, je lui dis, moi je connais un avocat pénaliste, qui était Thierry Moder. C'est de là que cette amitié est née, parce que alors, ça, on sent vraiment très fort. Hein. Bon, déjà, il fait la préface du livre, hein, c'est vraiment une préface brillante. Il est souvent cité dans les affaires aux assises, hein, quand il est, et on sent qu'il y a une vraie amitié entre vous, clairement. C'est une amitié. Elle est née à ce moment-là. Elle est née à ce moment-là, parce qu'avec Rémi nous emmenait dans les mines, on est descendu, on a vu les combats, et il y avait le mot Kampfa en alsacien, combattre. C'était ça, et c'était... donc le dossier avait été... Il y a eu un non-lieu très rapidement, et les gens du bassin potassique se sont dit, mais c'est pas possible que la justice ne fasse pas son travail. C'est là où il y a les grosses manifestations. Là, moi je suis allé voir Frédéric Potier, qui était mon idole déjà à l'époque, quand il faisait les procès à la radio. Et alors pour les plus jeunes, hein, c'était le grand journaliste de la justice qui travaillait à l'époque pour la première chaîne, hein, je crois. Qui travaillait à Europe 1 aussi pour la première chaîne, qui a fait Camiri, qui a fait tous les grands procès. Je crois qu'il avait fait de toute façon le procès de Nuremberg. Hein. Il a fait Pétain aussi, le procès de Pétain. Ouais. Et Frédéric habitait à Bussan. Et j'ai dit, on est allé voir avec Rémi Fiche et René Bindler, qui était le patron le président du comité pour la vérité. On est allé voir Frédéric, qui dit, moi c'est un scandale cette histoire. On a fait un bouquin après, et Frédéric nous a fait la préface. On va la lancer. Alors là, tu sors clairement de ton rôle de journaliste. Là, je sors de mon rôle, en fait... Non, je sors de mon rôle parce que de journaliste, mais quand on voit le non-savoir, comment Rémi et Christiane... C'est la souffrance des parents. La souffrance des parents, on ne peut pas rester indifférent. Et je crois que ça, on le ressent à travers le livre. Tu dis aussi à travers les lignes que l'enquête était un peu bâclée. L'enquête, au départ, était bâclée. Et il a fallu ensuite 3-4 ans de combat pour faire rouvrir le dossier. Et c'était ça, l'affaire Fiche, c'est ça, c'est le combat d'une population de toutes sortes, de gauche, de droite, de chrétiens. Pour qu'on essaye de trouver le meurtre, pour qu'on n'oublie pas Et pour obliger la justice à faire son travail jusqu'au bout. C'était ça. Alors elle l'a fait jusqu'au bout. Elle l'a fait, et ensuite, il y a eu un suspect qui a été un Portugais qui a été condamné pour des viols dans la même période et dans le même secteur. Et dans la deuxième enquête, la femme de ce Portugais a dit, oui, je pense que c'est mon mari parce que j'ai retrouvé des traces des cheveux. Alors qu'elle lui avait fourni, je crois, un alibi. Hein. Un alibi, et puis elle est revenue dessus. Mais là, ça montre aussi, c'est ça qui est intéressant dans les faits divers, on rencontre des relations psychologiques entre la femme de ce Portugais. n'a rien dit pendant des années. Parce qu'il n'y avait pas eu la bonne personne pour l'interroger, tu penses? Et aussi la pression. Elle avait peur de son mari tant qu'il était encore en France, même en prison. Donc, et s'est senti libéré une fois qu'il était expulsé au Portugal. Cela dit, ça reste une affaire non résolue. Hein. Non résolue, oui. Est-ce que tu penses aujourd'hui, alors je sais que c'est compliqué, c'était il y a longtemps, on n'a pas d'ADN, on n'a pas de choses comme ça. Est-ce que tu penses, alors, je sais que les Américains sont fans de ça, hein, sur des cold cases. Est-ce que tu penses qu'un jour, c'est une affaire qu'on peut ressortir et pour laquelle on arrivera à trouver une solution? Non, l'affaire Fiche, je ne pense pas. Mais bon, s'il y avait eu l'ADN à l'époque, elle serait sortie certainement. Ne serait-ce que par les comparaisons d'empreintes de sperme du Portugais et celui qu'on a retrouvé sur Isabelle. Donc là, l'affaire serait sortie rapidement. Donc là, c'est vrai que c'est une frustration pour toi de ne pas savoir qui a tué oui, il y a plein de frustrations comme ça. Alors, il y en a une, il y a une affaire aussi où on sent que tu l'as un peu à travers la gorge, c'est l'affaire Keller. L'affaire Keller, oui. Parce que alors, on peut peut-être la résumer un peu, parce que pour toi, c'est le plus grand assassin du XXe siècle en France. C'est le plus grand criminel. Officiellement, l'enquête de la police a amené 42 crimes imputables à Ivan Keller. Voilà, Ivan Keller serait la personne qui aurait tué 42 personnes, ce que personne n'a fait au XXe siècle. Non, personne n'a fait. Voilà, en France. En tant que criminel. Il y a des hommes politiques qui ont envoyé plus de gens au cimetière, mais pour un criminel, ça devrait être le tueur du siècle en France. Et finalement, ça fait pchit. Oui, ça fait pchit parce que
là, il y a aussi un problème d'incompréhension. D'abord, Yvan Keller a été dénoncé. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, il cambriolait des gens. Voilà, il leur mettait un coussin sur la tête. C'est pour ça qu'on l'appelait le tueur à l'oreiller. Parce qu'il les endormait. Et il les étouffait pour pouvoir cambrioler tranquillement. Et pendant des années, il n'y a pas un gendarme ou un policier qui s'est dit c'est quand même étrange que cette mamie-là vienne de décéder donc d'un arrêt cardiaque, ce qui était en gros à chaque fois ce que disait le médecin, et en même temps on avait vidé les tiroirs. Oui. Ça n'a choqué personne. Et en plus, il a été dénoncé par son frère. À la gendarmerie à Strasbourg. Il était dénoncé ensuite, également la deuxième fois, plutôt la troisième fois, il était dénoncé. Il y a un de ses complices qui l'emmenait sur les lieux, qui l'a dénoncé aussi en gendarme. Alors, du coup, on se retrouve avec ce type qui est au tribunal de Mulhouse, qui est dans les geôles mulhousiennes. On a une affaire incroyable, peut-être la plus belle affaire de ta carrière. Oui, parce que quand il était en garde à vue au commissariat, il dit aux policiers de la PJ et de la Sûreté « J'ai tué au moins 120, 150 personnes ». C'est incroyable, quoi. Et il leur dit, si vous voulez, je ne sais pas toutes les adresses, etc., mais je vous montrerai sur place. Je vous emmène sur les lieux où j'ai tué les gens. Ensuite, il dit, je sais que je vais aller en prison, je demande à être seul dans une cellule, je demande à ce que ma copine soit protégée, soit... Voilà, il dit, je parle, mais je demande quelques conditions. Je demande des garanties. Et il est présenté au juge d'instruction, il signe les 4 ou 5 crimes pour lesquels il est mis en examen. Il y avait l'information ouverte pour des crimes à Burnopt. Et il dit au juge, mais bon, qu'est-ce qu'il en est pour les garanties? Alors le juge lui répond, pour ce qui est de la cellule individuelle, ça, il faut voir ça avec la prison, c'est pas mon problème. Pour les garanties, pour votre compagne, ça, on ne négocie pas avec moi. En fait, c'est l'erreur du juge, clairement. C'est l'erreur du juge, c'est une maladresse. Le gars est mis en examen, on l'emmène dans les geôles. Il est présenté ensuite à 2h au juge des libertés. Et pendant ce temps, donc, dans les geôles, on lui apporte une pizza à manger. Et on lui rend les lacets de ses chaussures parce qu'il est plus en garde à vue. Bien sûr, il est plus encore en détention, mais il n'est plus en garde à vue. Alors, il a droit à ses lacets, et avec ses lacets, il se pend au crochet de la lumière du plafond. Et ce qui est incroyable, c'est que, alors évidemment, qu'ils se pendent dans une geôle, alors que normalement on a le criminel du siècle, donc on devrait peut-être en prendre un peu soin, façon de parler. Il se pend et l'affaire s'éteint. L'affaire a continué quand même, parce que on a lancé des appels à témoins dans le journal pour qui est-ce qui a eu affaire à Keller. Oui, parce qu'il rénovait des maisons. Il réparait les jardins, il restaurait les maisons, il faisait tout. Enfin, il était jardinier. Chaque fois, il allait entretenir le jardin d'une mamie, puis il repassait le soir, il étouffait, il expliquait ce qu'il avait. En clair, c'était ça, il faisait ça, il a fait ça pendant quelques années. Oui, bien sûr. Et du coup, donc la police mène quand même l'enquête pour savoir tous les crimes qu'il a commis. Et là, ils établissent... quand je suis parti à la retraite, on était à 42 crimes établis. Établis. Par de l'ADN, par... Évidemment, il ne peut pas y avoir de procès, mais c'est vrai que ce type-là, aujourd'hui, dans l'imaginaire français, on ne sait pas que Yvan Keller était le plus grand criminel en France. Ça aurait fait un beau procès. Ah, ça aurait fait un super procès. Ah oui, là, c'est pire que Pierrot le Fou. Alors, c'est bien de rebondir dessus parce que là, on a un criminel incroyable. Alors, Pierrot le Fou, pour le coup, on a un dingo absolu. Oui. Il porte bien son surnom. Le récit des souffrances qu'il a fait, qu'il a eu avec les personnes qu'il a assassinées, c'est juste hallucinant. Enfin, c'est une cruauté. C'est une cruauté. Et en plus, c'est un pervers, mais c'est un gars complètement obsédé. C'est un obsédé sexuel, complètement taré. C'est-à-dire,
le jour. Alors en plus, il est assez intelligent. Il est dingo et en même temps, il a une. Il se fait passer. Il a réussi à berner les psychiatres. Ouais. C'est ça qui est fou quand même. Dans un des premiers procès, il avale ses excréments. Il se badigeonne et on le met à la centre psychiatrique d'Erstein. Et il se sauve. Et il sort parce qu'il a vu un vasistas qui est ouvert. Ensuite, il fait des braquages, il tire sur un flic à Colmar. Oui, alors pour le coup, j'étais jeune journaliste à Célestat, et donc il est passé par le RID, je crois. Il a passé les RID. Et donc tout était bouclé, donc on courait partout avec les voitures pour essayer de voir où était. Il a attaqué une banque, il a attaqué une armerie, il a tiré sur. Alors je ne sais pas combien il a violé il a fait des viols. Et ensuite, donc il a fait quelques années. Il a été libéré en, je ne sais plus, en 2004, je crois, je n'ai plus en tête. Et 6 mois après. Il viole, il enlève une gamine, il emmène 2 gamines dans le centre Alsace. Et c'est vers Erstein, je crois d'ailleurs. Il y a. De mémoire, je reprenne, mais voilà, on est effectivement, tout se passe dans le centre Alsace. Dans le centre Alsace. Et en fait, il y a 2 filles, une à Schirmeck et une dans le centre Alsace, et une autre à Obernai, une jeune femme qui ressemble, en fait, qui avait, je sais, une trentaine d'années, mais qui fait enfant, en fait. Et donc, il les a violées, tuées, égorgées, enfin vraiment des trucs horribles. Enfin, alors évidemment, il a été condamné, il a pris perpète avec une peine de sûreté. Et en fait, c'est le premier condamné en France à la prison à perpétuité réelle. C'est vrai, donc normalement il ressortira. Et il ressortira en 34. En 34, donc avec l'âge qu'il a. Il va mourir en prison. Mais là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment tout l'énoncé des faits, mais là, ce qui est passionnant, c'est le procès aussi. C'est ce combat des avocats. Comment un avocat peut défendre Pierrot le Fou, comment un autre avocat peut soutenir la douleur incroyable des familles et arriver à faire payer ce type. Et ça, c'est une question d'honnêteté des avocats, souvent. C'est-à-dire ? Moi, je sais, par exemple, Thierry Moser, bon, on est très amis, mais c'est pour ça que je connais bien, mais il refuse de dire mon client est innocent s'il a la conviction qu'il est coupable. D'accord. Il plaide en disant mon client prétend que. Donc, il cherche des circonstances atténuantes. En fait, c'est expliquer le geste. Bien sûr, ouais, alors que certains avocats... on parle évidemment de notre ministre de la Justice... Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, que tu surnommes comme beaucoup... acquittatoire. Voilà. Lui, il y va franco, quoi. Oui, même la pire crapule, il va en faire un saint homme. C'est ça. C'est l'histoire du docteur Müller à Müller, qui a été condamné par la cour d'assises du Bas-Rhin. Il y a eu appel, il a été condamné par la cour d'assises du Haut-Rhin. Et il fait appel ensuite à Dupond-Moretti qui trouve un problème de cassation. Et au 3e procès, il l'acquitte. Oui, bien sûr. Ouais. Par contre, Dupond-Moretti a perdu. Il y a eu un procès à. Oui, là, je crois qu'il y a une affaire où il y a M. Mosser d'Ilfurt qui était condamné à Colmar pour avoir tué sa femme à Ilfurt. Donc, là, la famille a fait appel à Dupond-Moretti en disant il va être acquitté. En fait, là, ça marche pas. Là, ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps, mais c'est vrai que. Alors, il y a une interrogation intéressante que pose Thierry Moser justement dans l'introduction. Je l'avais relevé. Il dit est-ce qu'il faut forcément avoir des preuves pour condamner quelqu'un ou est-ce qu'un faisceau d'indices suffit? Oui, il te pose la question, je crois, quand il fait la préface. La préface, oui. Mais quelle question penses-toi aujourd'hui? Moi, généralement, j'ai essayé de suivre les affaires du début jusqu'à la fin, jusqu'à la cour d'assises à Colmar. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, il y a un article de 353 du Code de procédure pénale qui dit que la loi ne demande pas sur quelle base les jurés, sur quelle preuve les jurés ont forgé leur conviction. Il dit ça, la loi demande une seule question: avez-vous une intime conviction? Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est-à-dire, on peut être convaincu de l'innocence ou de la culpabilité, mais ça dépend aussi des preuves. C'est-à-dire que pour toi, un faisceau d'indices n'est pas une preuve? C'est un élément de preuve. Mais c'est vrai que
Ça peut... Alors là je parle à titre personnel, puisque j'étais juré d'assises. On nous dit aussi il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on se retrouve derrière et qu'il faut qu'on prenne une décision, c'est quelque chose qu'on a dans la tête qui est très fort aussi. Oui. Et qui permet souvent de faire tomber justement ces espèces de faisceaux d'indices contre des preuves réelles. Oui, mais il y a aussi le problème de la présomption d'innocence. Qui aujourd'hui est battu en brèche. Oui, surtout avec les affaires d'inceste et tout ça en ce moment. Oui, bien sûr, mais souvent, les gens, souvent, ils nous disaient, vous n'avez pas le droit de parler de ça parce que d'abord, vous êtes lié au secret d'instruction. Alors ça, c'est pas vrai. Pas pour le journaliste. Non, ils sont liés au secret d'instruction, le juge d'instruction, l'huissier, les experts, les gendarmes, les policiers, mais pas les témoins, pas les parties civiles, ni tout le monde. Donc, mais ça, c'est... Dupond-Moretti, il a aussi sorti ce genre de truc, disant la présomption d'innocence a été bafouée. Oui, alors on sait bien que les avocats, c'est surtout quand leur mais c'est ça. Et c'est pas quand ils sont partie civile qui parlent de présomption d'innocence en général, mais bon... Alors, dans tout le livre, il y a cette espèce de triangle infernal, justement, entre la presse, entre les avocats et la justice et les enquêteurs. J'ai l'impression, alors, pareil, pour être encore dans le métier, que tu as un peu connu cet âge d'or où les gens parlaient, où c'était peut-être plus facile d'enquêter, alors je sais que évidemment, je t'ai vu travailler, c'était pas si facile que ça, mais aujourd'hui, il y a des services de com partout, il y a des barrières qui se referment. Est-ce que quel regard tu as? Tu parles aussi avec des confrères qui sont encore en activité. Oui, parce que maintenant, en fait, on est dans la communication, on n'est plus dans l'information. Alors que le journaliste fait un travail d'information, c'est-à-dire il fait une enquête, la démarche pour le juge d'instruction, pour le gendarme, pour le policier, pour l'avocat et le journaliste est la même, c'est-à-dire c'est avoir des faits, qu'est-ce qui s'est passé, qui, quand, quoi, rechercher comment, la vérité, établir la vérité. Simplement la différence, c'est que nous on informe, la police arrête, le juge d'instruction il poursuit. La cour d'assises condamne ou innocente. Mais notre travail, il y a une complémentarité. Alors justement, il y a une complémentarité. Est-ce que toi, tu as eu à un moment l'impression d'être utilisé soit par les enquêteurs, soit par des avocats? Oui, c'est vrai. Alors par exemple, est-ce que tu peux citer des cas où... C'est déjà vrai, par exemple, pour les appels à témoins. Oui, tout à fait. Souvent, il y a un crime qui se passe, les gendarmes ou la police ou le juge d'instruction lancent un appel à témoins. Moi, c'est marré. On a même publié un jour la photo d'une dame, c'est-à-dire la photo d'une robe d'une dame retrouvée dans le canal avec un collier. Et cette photo, donc c'était faite à la demande de la juge d'instruction. Il y a la mère de la fille qui a disparu, qu'on a retrouvée morte dans le canal, a réagi en disant « mais c'est la robe de ma fille ». Donc là, on est utilisé. Voilà. On est utilisé souvent quand les enquêteurs n'arrivent plus à avancer. Oui. C'est-à-dire que souvent, quand ils avancent vite, ils refusent de parler aux journalistes. Par contre, quand ils bloquent, ils nous appellent pour nous dire... Mais c'est aussi du donnant-donnant. Parce que le problème, moi je dis, on n'est pas un journaliste n'est pas un auxiliaire de police ou de justice, c'est pas non plus un auxiliaire de truand. Et donc c'est l'équilibre à faire. Oui, parce qu'on peut aussi avoir de la sympathie pour des truands. Ah oui, il y a des truands sympathiques. Des truands sympathiques, il y a des truands intelligents, il y a des truands qui sont drôles. Enfin, il y a des truands au tribunal qui sont à mourir de rire. Il y a des pieds nickelés, il y a tout. Donc on peut... Et ça, comment on s'en préserve justement d'éprouver de la sympathie pour un truand Alors souvent, c'est des braqueurs qui... Les braqueurs, souvent, c'est le plus sympa. Mais en même temps, les braqueurs, généralement, ils avaient des prostituées. Donc il y avait l'exploitation aussi. Il y avait plein. En fait, c'est un jeu un peu compliqué aussi, ça. Mais comment on se préserve de tout? Quand on est toute la journée, alors j'imagine qu'on pourrait poser la même question à un avocat, ou à un juge ou à un policier, on est toute la journée dans cette espèce de monde interlope qui est rempli de truands, de dealers, de toxicomanes et de cambrioleurs. Comment on arrive à un moment à se préserver, à garder un peu un jugement En fait, c'est appliquer les règles, la charte du journal. Nous, je sais que, par exemple, j'arrivais au tribunal le matin en me disant « les gars, tu me cites pas, sinon je te casse ta gueule ».
Ah, ça arrive toujours, ça. Ça arrive toujours. Ouais. Alors on dit, tu prends 3 mois, ferme, t'es cité, tu prends pas 3 mois, t'es pas cité. Ou alors mandat de dépôt ou pas mandat de dépôt. Il y a ce genre de choses. Mais il y a aussi, un jour, un avocat me dit, écoute, j'ai un client qui est recherché pour une affaire de drogue internationale. Il va se constituer prisonnier à Neuenburg, donc en Allemagne. Tu voudrais pas venir avec un photographe couvrir ça? Je lui dis non, ça, désolé, mais je ne couvre pas ça. Alors j'imagine, surtout pour la délinquance en col blanc, avec des notables de Mulhouse, souvent on a dû te demander de ne pas couvrir le procès ou de ne pas parler. Oui, il y a eu des pressions. Maître Moser, c'est un spécialiste. Il sait bien que les journalistes ne peuvent pas des fois rester jusqu'au bout des audiences en correctionnel. Quand il a un client un peu connu, il va le passer en fin d'après-midi. Oui, on connaît un peu. Voilà, il y a ce genre de choses, mais pour les grandes affaires criminelles, ça n'existe pas. Ce genre ça n'existe pas. En plus, les assises, c'est un théâtre, c'est quelque chose de préparé, c'est lourd. Mais c'est vraiment aussi l'exemple le plus symbolique de la justice. C'est du théâtre et en même temps, c'est la grande profondeur de la justice. C'est aussi les gens de tous les jours qui se retrouvent à un moment dans un tribunal. Et les jurés. Et c'est pour ça, le fait divers, c'est pour ça. Moi, je dis toujours, le fait divers, c'est l'extraordinaire qui arrive aux gens ordinaires. Et ça se sent, mais pour les jurés, c'est pareil. Quand tu juges une affaire, c'est les gens du peuple. Oui, là, pour le coup, je peux témoigner. Effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a un moment, on décide de mettre 5 ans sur la tête de quelqu'un, on a des doutes, Et c'est pas évident. Et quand on sort, on n'est pas fier, quoi. Oui. Mais il y a une affaire qui m'a marqué. Alors justement, je voulais en venir. Alors déjà, tu as fait toute ta carrière dans les faits divers. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, allez, j'en ai marre, je décroche, je demande ma mutation au service des sports? Souvent, c'est arrivé souvent, mais le lendemain, on repart. C'est-à-dire qu'il y a une vraie passion derrière? Il y a une passion, mais c'est aussi des fois des saturations. Mais il y a des choses, des fois j'ai des incompréhensions. Moi je me rappelle, un jour, on a retrouvé une femme dans la forêt. Il y a une battue, les gendarmes disent, la forêt de Rixheim. Et il y a une dame qui dit, ma fille a disparu avec sa petite fille. Et le lendemain, on la retrouve, donc la mère qui a une trentaine d'années, qui est dans le coma, pardon. Elle est dans le coma. La gamine qui a 7 ans, elle est morte. La mère, on la ramène à l'hôpital, donc, et de l'hôpital, une fois qu'elle a été soignée, on l'emmène en prison pour meurtre de sa gamine, parce qu'il y avait un poison, une bouteille de jus d'orange, avec plein de poison dedans. Et au procès, donc 1 an après, l'accusée, la mère, elle dit qu'elle avait été mise en examen à Colmar pour recel de vin d'Alsace. On avait retrouvé des cartons de vin d'Alsace chez elle, à Rixheim. Et le juge à Colmar, elle avait mis en examen à l'époque, enfin inculpé, ça se disait encore, et le juge lui dit, la prochaine fois, vous risquez d'aller en prison. Bon. 8 jours après, ou une dizaine de jours après, et elle reçoit une lettre recommandée chez elle. Vous êtes prié de vous présenter tel jour à Colmar, chez le juge. Elle se dit... Je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle empoisonne sa fille. Elle empoisonne, parce qu'elle dit aussi, ma fille, on va la mettre à la DAS. Ouais. Et... donc elle cherche la gamine, elle reçoit la lettre, elle prépare du poison, elle cherche la gamine à l'école, elle va avec la gamine dans la forêt, elle se suicide. Et à l'arrivée, ça fait 10 ans. Oui, alors sa répétitivité, c'est une connerie. Oui, alors c'est vraiment un problème. Et au procès, alors ce qui est rageant, c'est-à-dire on rentre le soir, on passe les assises, ça commence à 9h à Colmar, on se lève tôt, ça se termine à 8h le soir, il faut rentrer au journal à Mulhouse, taper le papier à toute blinde. Et là, on n'a pas assez de place pour expliquer tout ça. Et là, effectivement, alors ça c'est là qu'on est frustré. Vous avez quelqu'un dans le service région qui vous dit, écoute Jean-Marie, il y a eu un accident avec 3 morts, on a un homme politique qui vient de démissionner, donc tu as 3000 signes. Oui, tu as 3000 signes, et encore 3000 signes, c'est pas mal. Là, c'est une frustration incroyable. Là, c'est rageant, ça. Et là, on a envie de dire, allez, stop, maintenant j'arrête. D'accord, oui.
Alors, c'est un livre que tu as écrit, donc tu es parti en 2010. Hein, oui, 2010. Tu as entre-temps fait des romans, alors des romans historiques, des romans qui sont liés à des affaires, mais c'est vraiment la première fois que tu reprends ce travail journalistique. Est-ce que c'est parce que tu as eu besoin de laisser un peu tout ça reposer, de prendre du recul sur ces affaires? Il y avait... En fait, oui, c'est une décontation, en fait. Il y a beaucoup d'affaires que je n'ai pas traitées. Les affaires oui, en gros, on en parlait, il y a 2 tiers des affaires. J'ai fait entre les 2 tiers, ce qui est énorme, sur 50, à avoir fait 30 ou 40 affaires aussi incroyables, c'est juste... Et encore, j'en ai éliminé pas mal, là. Alors, ça, t'anticipes un peu ma dernière question. Est-ce qu'il y aura 50 nuances de crimes gris derrière? Je ne sais pas, non. Non, je pense que là, c'est les plus importants. Là, c'est les plus belles. Après, on peut avoir des affaires qui sont magnifiques en soi, mais qui sont, où il n'y a pas forcément des criminels. Mais c'est pareil, la dernière affaire que je traite, c'est l'affaire Sophie Le Temps. Qui vient de rebondir. Rebondir. Donc, s'il y a une deuxième édition, on en parlera, là. On pourra mettre au bout. Mais moi, ça, c'est la vérité. Mais souvent, dans pas mal dans mes polars, je me sers d'affaires que j'ai traitées. Parce que quand on est dans le journal, on ne peut pas raconter les relations psychologiques et tout ça entre les personnes. Et là, dans tes polars, justement, contrairement... Là, tu ne peux pas donner ton avis. Enfin, on sent bien qu'il y a des fois, tu penses que le jugement n'est pas bon ou que l'enquête était mal menée, mais tu ne le dis pas. Par contre, du coup, quand tu fais des polars, là, tu peux vraiment taper sur un juge ou... On raconte l'intérieur. On raconte l'intérieur. C'est ça. Ah ouais. D'ailleurs, le prochain bouquin qui va sortir, enfin c'est une reprise, ça s'appelle Enfer de Schongler. C'est un bouquin, j'adore John Coher, qui est le plus grand artiste colmarien du XVe siècle. Et là, j'ai pris une version enrichie où je parle d'un tueur en série qui copie des crimes qui ont lieu. Donc je reprends. D'un tueur d'un professeur qui copie les nuances de Gray avec son étudiante, mais aussi qui parle un panneau central sur la ville de Schongler. Et ça, c'est fabuleux aussi. Bien sûr, oui, parce que là, on mêle l'histoire aussi. Ouais. Et là, il y a aussi le polar permet aussi de raconter la région, l'Alsace, l'histoire, les hauts lieux, et dire aux gens, à côté de chez vous, il y a des choses à voir. Mais ça, on le voit aussi dans les procès. Bien sûr, ouais. Alors justement, on va finir dessus. C'est un livre donc, qui raconte vraiment des histoires incroyables, mais c'est aussi un livre, je trouve, qui est très important parce que ça permet de comprendre aussi l'Alsace, le travail de la justice. Moi, je pense qu'il y aura un jour une suite ou peut-être une remise à jour, et peut-être qu'il y aura d'ailleurs des affaires qui seront réouvertes et qui mériteront d'être réactualisées. En tout cas, il faut vraiment le lire, et je trouve aussi que c'est un livre qui devrait être donné dans les écoles de journalisme pour montrer, et surtout pour donner envie aux journalistes de faire du fait divers, même si c'est compliqué. Voilà, donc ça s'appelle 50 nuances de crime de Jean-Marie Sturkel, préface de Thierry Moser, c'est audition du Basberg, et c'est vraiment un très très bon livre.